Le premier salon international du bétail viande de l'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes hier à Abidjan. Les acteurs venus du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire visent un objectif: promouvoir la filière bétail et viande dans l'espace ouest africain. Le ministère de l'Éducation nationale annonce un réaménagement dans le programme de l'enseignement primaire ivoirien. Les élèves auront cours désormais les mercredis matins, mais cette décision divise les parents d'élèves. Vous les entendrez dans cette édition. La dernière journée de la qualification pour la CAN 2017 se joue le dimanche 3 septembre prochain au stade de la Paix de Bouaké. Les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront la Sierra Leone. Les deux équipes sont arrivées aujourd'hui à Bouaké. 3 morts, plus de 1000 interpellations, c'est le bilan des violences qui ont éclaté dans la nuit d'hier au Gabon, et c'est la réélection du président sortant Ali Bongo qui a mis le feu aux poutres. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La Société financière internationale va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est ressorti des échanges entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le directeur général de la SFI en visite en Côte d'Ivoire. Pour mobiliser cet engagement, un mémorandum a été signé aujourd'hui à la primature par les deux parties. Le reportage de Michel Digré. La signature de ce mémorandum donnera certainement un coup d'accélérateur à l'intervention en Côte d'Ivoire de la Société financière internationale. Après les intentions d'investissement affichées en mai dernier lors du groupe consultatif de Paris, la SFI va passer très bientôt à la phase de matérialisation de ses promesses, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité. Dans le transport et les mines, on va travailler sur le port des conteneurs, c'est très important. Les mines, on va envisager le financement de mines, mais non seulement les mines, l'exploitation de la mine, mais aussi toutes les petites et moyennes entreprises qui peuvent se développer au niveau de l'activité créée par cette activité minière. Je pense que c'est très important. Ainsi que, pourquoi pas, penser au développement de nouvelles zones industrielles, mais financées par le privé. Comme vous savez, en fait, d'une certaine façon, la Côte d'Ivoire est un peu victime de son succès, c'est-à-dire il y a une telle demande de nouveaux investissements qu'il n'y a plus de terrain. Donc il faudra viabiliser certaines zones industrielles pour que de nouveaux investisseurs puissent s'installer dans de bonnes conditions et commencer à travailler le plus vite possible. Travailler le plus vite possible pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement ivoirien. La Société financière internationale, par la voix de son directeur général, s'engage à jouer pleinement sa partition dans le cadre du financement du plan national de développement 2016-2020. Le premier salon international du bétail viande de l'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes hier à Abidjan. Les acteurs venus du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire visent un objectif: promouvoir la filière bétail et viande dans l'espace ouest africain. Mais comment accroître l'innovation, les investissements et les échanges commerciaux? Les participants au CIPVAO tenteront de trouver des réponses à toutes ces questions. Sidonie Davila. Pendant 5 jours, c'est ici au Palais de la Culture de Trècheville que ces acteurs de la filière bétail et viande vont tenter de professionnaliser leur secteur. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur bétail-viande, important dans l'économie des pays ouest-africains, est considéré par le gouvernement ivoirien comme une source de croissance et l'un des moteurs du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Notre pays déploie d'immenses efforts en vue de lancer sa production de viande, de lait et de poisson, améliorant ainsi significativement son taux de couverture nationale en protéines animales. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la tenue du présent salon qui, à travers les panels et autres manifestations, devrait permettre de débattre des questions pertinentes inhérentes à la filière bétail et viande, tant au niveau donc de chaque pays qu'au niveau sous-régional, et dégager les grandes lignes d'action pour promouvoir l'investissement dans ce secteur. Au plan social, la filière bétail-viande contribue en Afrique de l'Ouest à l'éradication de la pauvreté et de la faim par la création de richesses et d'emplois. En 2014, elle a généré plus de 97 milliards de francs CFA contre 88 en 2010. Consolider les acquis de la filière et lui donner les moyens de soutenir davantage les économies nationales reste pour les gouvernements ouest-africains une priorité. Il est donc essentiel pour nous de créer
une dynamique et une mobilisation durable de tous les acteurs du secteur en favorisant la professionnalisation et la modernisation de ces filières-là. Plusieurs chantiers sont en effet ouverts et les résultats probants obtenus nous confortent dans les voies et les méthodes choisies. Le CIBVAO, Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, est une initiative de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest et du projet West Africa Trade and Investment Hub de l'USAID. Au programme du salon ouvert mercredi et qui va durer 5 jours, des conférences, des rencontres B2B et des séances de dégustation gastronomique. Dans le domaine de l'éducation, les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré hier sur l'ensemble du territoire jusqu'au 9 septembre prochain. Ce jeudi, deuxième jour des inscriptions, les parents traînent encore les pas pour inscrire leurs enfants. Ce n'est pas la grande affluence dans les écoles visitées, comme nous l'explique Moussa Kounati. École primaire publique municipalité dans la commune d'Abobo. Une affluence timide ce jeudi, deuxième jour des inscriptions au CP1 et à la maternelle. Les parents traînent les pieds à inscrire leurs enfants. Jusqu'à ce jour, j'ai recruté 13 élèves. Bon, comme je n'ai pas encore ajouté les élèves de la maternelle, puisque j'ai un groupe d'élèves qui viennent de la maternelle. Si je les ajoute, jusqu'à ce jour, j'ai, je crois, 29 recrutés. Bon, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons l'information. Mais par habitude, les gens ne viennent pas très souvent, les parents d'élèves ne se déplacent pas très souvent. L'information est passée plusieurs fois dans les mosquées, plusieurs fois dans les églises. À la maternelle de cet établissement, le constat est le même. Non, mon cahier est ouvert et c'est encore vide. J'ai les fiches de renseignement. J'attends les parents pour faire le travail. Attendre toujours la dernière minute pour inscrire son enfant à l'école. Une question d'habitude donc. Au groupe scolaire Williamsville-Labatt à Adjamé, on sent une mobilisation des parents. Bon, ici, pour 2, il y a un qui n'est pas arrivé. Il y a un qui est arrivé. Il était obligé d'inscrire l'autre. L'autre, on n'a pas partagé ça à la maternelle. En tout cas, non, on ne nous a pas demandé de l'argent ni rien. Hier, nous avons recruté 89 élèves, tous gens confondus. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce jour, voilà, 6, enfin, donc nous sommes à 95. Une motivation des parents qui occasionne souvent des incompréhensions sur le processus de recrutement. Il y a des parents qui viennent, les enfants n'ont pas de jugement. Ils ne viennent pas avec l'enfant et ils demandent que l'enfant soit inscrit. Là, si on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas son âge, on ne peut pas le faire. Bon, maintenant, d'autres aussi viennent, les enfants ont 5 ans et ils demandent que l'enfant soit inscrit. On est obligé de les inscrire, de faire une liste pour ceux-là. Et maintenant, après, on mettra ça à l'appréciation de nos patrons. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré le 31 août pour s'achever le 9 septembre prochain. Seuls les enfants âgés de 6 à 9 ans sont concernés. La rentrée scolaire 2016-2017 pointe donc du nez avec le démarrage de ces inscriptions au CP1 et à la maternelle. Mais petit changement cette année pour les élèves du primaire. Le ministère de l'Éducation nationale annonce un réaménagement dans le programme. Les élèves auront cours désormais les mercredis matins. Les seuls jours de repos sont samedi et dimanche. Mais la décision divise les parents d'élèves. Herman Niamien. Plus de repos les mercredis matins pour les élèves du primaire de Côte d'Ivoire à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. L'arrêté du ministre de l'Éducation nationale signé le 12 août 2016 portant modification de la semaine de travail dans l'enseignement primaire fait état d'un réaménagement dans les jours et horaires de cours. Selon l'arrêté du ministre Kandia Kamara, les élèves du cours préparatoire première année CP1 jusqu'à ceux du cours moyen première année CM1 auront dorénavant une demi-journée de travail les mercredis de 8h à 12h. Ainsi, la semaine de travail dans le primaire comprend désormais 5 jours. Et je pense que samedi et dimanche suffiront largement aux enfants pour se reposer. Et si le mercredi est instauré comme un jour d'école, c'est une très bonne mesure parce que ça permettra en plus au programme d'avancer un peu plus vite. Cette décision divise la population. Si certaines sont d'accord pour les 5 jours de cours,
ce n'est pas le cas pour d'autres. Je pense qu'on doit garder l'ancien rythme parce que tout le monde est habitué à ça. Je veux que les mercredis continuent. Les mercredis continuent. Parce que quand les enfants travaillent trop, ils ont problème de tête. Lundi au vendredi, si les enfants ne se reposent pas, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants trop chargés, là, ils ne peuvent pas étudier bien. En ce qui concerne les horaires de cours, ils sont de 8h à 12h le matin et de 15h à 17h30 l'après-midi, excepté la classe du cours moyen deuxième année CM2, où les cours ont lieu de 7h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 17h30, sauf le mercredi de 14h30 à 17h30. L'après-midi du mercredi pour les élèves du CM2 peut être réservé aux sessions de formation continue selon l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Et pourquoi ce réaménagement dans le programme de l'enseignement pour les élèves du primaire? Quels sont les avantages d'une telle décision? Écoutons la réaction du ministère de l'Éducation nationale. Dans la droite ligne, n'est-ce pas, des réformes qu'il y a en cours, Madame le ministre a décidé, n'est-ce pas, que désormais, il y ait cours, n'est-ce pas, les mercredis. Parce qu'il y a une question de quantum horaire. Au plan international, je dois rappeler qu'en 2011-2012, le quantum horaire en Côte d'Ivoire était de 675 heures. Cela était largement en deçà, n'est-ce pas, de la norme internationale qui oscillait entre 800 et 1100 heures, selon les normes, n'est-ce pas, de l'UNESCO. Donc nous voulons nous mettre aux normes de l'UNESCO, aux normes internationales. Alors cela nécessite qu'il faut atteindre, en tout cas avec cela, 960 heures, 990 heures. Et c'est tout ce qu'on fait pour que, n'est-ce pas, parce que le constat est que les programmes sont élaborés, mais avec l'ancienne formule, je dis l'ancienne formule, les enseignants avaient du mal à finir le programme. Et naturellement, cela jouait sur le programme. Sinon, les enfants sont évalués sur tout un programme, n'est-ce pas, d'une année scolaire. Il est évident que si le programme est empiété d'une partie, cela pourrait jouer sur les résultats. Alors, il faut que les enseignants désormais achèvent, n'est-ce pas, le programme avec les 900 pour être aux normes, n'est-ce pas, aux normes internationales, aux normes de l'UNESCO. Nous partons maintenant pour l'île Maurice, où le réseau des journalistes tient une rencontre sur l'économie bleue, un moteur de croissance. Selon la Banque mondiale, les mers sont appauvries par l'action de l'homme. Il faut donc agir et très vite pour sauver les mers. Notons que cette rencontre des journalistes est organisée en prélude à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique. Victorine Yaoyopoui. L'économie bleue, une manne encore ignorée des États insulaires et côtiers de l'Afrique. C'est en ces thèmes que la Banque mondiale a présenté cette nouvelle notion au réseau de journalistes réunis à l'île Maurice, en prélude à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique. Traditionnellement en Afrique, la mer constitue une richesse quand il s'agit de pêche ou de commerce maritime. Mais avec la réduction drastique des stocks de poissons, la piraterie maritime et l'érosion côtière qui ronge nos villes jour après jour, l'heure est venue pour l'Afrique de tirer d'autres profits des océans en créant des activités alternatives telles que l'aquaculture, le tourisme, la recherche et les énergies renouvelables maritimes. Les ressources que porte l'économie bleue pour l'Afrique sont énormes. L'Union africaine a déjà parlé de la vision 2063. Il y a aussi une stratégie maritime intégrée, mais très important, c'est de voir ensemble quelles sont les politiques nationales, voire régionales et internationales, quels seront les modes de financement, quels seront les types d'instruments financiers, mais aussi les analyses techniques qu'on a besoin d'apporter de l'avant, les partenariats. Je pense que cette conférence à Maurice essaiera d'apporter ce genre de questions et de mettre certaines propositions à l'avant avant qu'on aille à la COP22 à Marrakech. Développer des idées novatrices et intégrer pour faire de l'économie bleue un moteur de croissance en Afrique, c'est ce qui est attendu de la conférence des ministres des 1er et 2 septembre à Maurice.
Des acteurs africains, européens, asiatiques et américains de la filière palmier à huile sont réunis ici à Abidjan. Ils réfléchissent à la chaîne de valeur de l'huile de palme en Afrique. Ces professionnels veulent apporter une solution au problème des industriels et petits producteurs de régime de palme. Notre reporter Francis Boifo est allé à la rencontre d'un petit producteur dans la région du Sud Comoé, suivant son reportage. Il a 20 hectares de palmiers dans le département de Bonois, au sud de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, Isaac Vanga a voulu augmenter la superficie de ses plantations. Ce petit planteur a vite changé d'avis, confronté au problème de la filière. Le petit planteur qui veut créer un hectare de plantation, il a besoin autour de 140 000 francs. Ce n'est pas bon du tout. Une tonne d'engrais, c'est autour de 200 et quelques mille, le planteur ne peut pas acheter, ce qui fait que nos rendements en plantation sont très faibles. Nous produisons 7 tonnes à l'hectare, alors que les agro-industriels qui ont plus d'argent, eux, ils tournent autour de 20 tonnes à l'hectare. Les prix sont très faibles, ça fait 47 francs le kilogramme de régime. Des difficultés, les petits producteurs et les industriels en rencontrent tous les jours en Afrique. Le secteur est tout nouveau au Libéria et beaucoup de jeunes voudraient se lancer dans le secteur palmier à huile, mais ils ne savent pas comment, par où commencer. On a le problème d'acquisition des terrains, on a le problème de profitabilité et aussi un problème d'environnement. Une conférence est organisée à Abidjan à l'initiative de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire et une agence internationale pour apporter des solutions aux préoccupations des acteurs. Il est aussi question d'échanger sur les problèmes liés à la transformation des régimes de palme. Le problème que la filière a, c'est le coût de transformation. Et donc cette conférence avec les Asiatiques va nous permettre de changer pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces coûts de transformation. À l'ouverture des travaux, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a dit l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider sa place de premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le pays exporte plus d'un tiers de sa production, estimée à 420 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. Il a l'ambition de conquérir le marché international et cela passe par des initiatives. Cette ambition s'est traduite par l'adhésion au processus de la table ronde sur l'huile de palme durable, en abrégé RSPO, pour répondre à un besoin urgent en huile de palme certifiée. Notre pays a également adhéré en 2015 à l'initiative Tropical Forest Alliance 2020 sur l'huile de palme en Afrique, dont le but est le développement responsable de l'huile de palme. L'huile de palme fait l'objet de campagnes de dénigrement. Des opérateurs estiment que sa qualité ne répond pas aux standards internationaux. Les participants à la conférence d'Abidjan vont réfléchir à la mise en place de stratégies pouvant mieux vendre cette huile à l'étranger. Il y a eu des échauffourées ce matin dans la commune d'Agamé. Des syndicalistes du milieu du transport urbain se sont affrontés à l'origine de la bagarre, l'occupation d'un espace par deux groupes de syndicalistes. Mais depuis quelques heures, le calme est revenu dans la commune d'Agamé. Voyons le reportage de Justine Seikike. Des échauffourées entre syndicats rivaux dans le secteur du transport urbain dans la commune d'Adjamé. Ils se seraient affrontés pour le non-respect des jours de travail affectés aux uns et aux autres. Au moment où nous arrivions sur les lieux, aux environs de 12 heures GMT, le calme était revenu. C'est les jeunes du quartier, ce n'est pas à Brema Côté qui sont venus, que c'est les quartiers, Adjamé est les quartiers, donc ils ne veulent pas voir quelqu'un travailler ici. Donc ils vont enlever tous les syndicats qui sont ici et eux-mêmes vont s'installer. Donc ceux aussi qui travaillent, excusez-moi, ceux qui travaillent ici aujourd'hui, puisque les jours sont, il y a un programme de travail, c'est établi par chaque groupe. Donc ceux qui devaient travailler aujourd'hui, quand ils ont vu que les gens sont venus pour prendre leur place, c'est eux qui sont sortis. Et puis bon, il y a eu, Dieu merci, il y a les collaborateurs qui sont venus un peu rapidement. Et puis bon, voilà, la situation s'est calmée. La présence dissuasive des forces de l'ordre a permis la reprise du trafic routier urbain.
Nous allons parler maintenant de la maladie du cancer. Que fait le programme national de lutte contre le cancer pour éradiquer la maladie en Côte d'Ivoire? Selon le programme, plus de 12 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 2012. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les difficultés rencontrées par les malades et leurs familles? Comment vaincre le cancer pour l'éviter? Nous aurons les éléments de réponse dans le reportage d'Ami Sissoko dans nos prochaines éditions. Il a été distingué meilleur élu local 2016 lors de la cérémonie du prix d'excellence. Georges-Philippe Ezali, maire de la ville historique de Grand-Bassam, vient d'être célébré par ses administrés. Les populations de Grand-Bassam, heureuses de cette distinction, lui ont rendu hommage. Abou Sanogo. La ville de Grand-Bassam honore et célèbre un cadre de sa cité, le maire Georges-Philippe Ezali. Premier prix d'excellence du meilleur élu local depuis le 6 août dernier. Il a été primé par le président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement et les actions menées au quotidien au profit des populations de Grand-Bassam. Pour un monsieur qui se bat pour le développement, pour le défi de Grand-Bassam, il faut le soutenir, il faut le féliciter, l'encourager pour que demain soit plus rayonnant. Parrain de cette cérémonie, hommage au meilleur élu local 2016, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a salué le travail de développement abattu par Georges-Philippe Ezali et son action à faire en sorte que la ville de Grand-Bassam se remette de l'attaque terroriste du 13 mars dernier. Soyez fiers de ce prix qui vous a été remis par le chef de l'État devant toute la nation. La vision du président, c'est que si nous voulons progresser, nous devons faire comme toutes les grandes sociétés. Les sociétés qui progressent, c'est celles où on montre le meilleur. Et puis également, on montre le mauvais. Pour que justement le meilleur soit un exemple d'émulation pour tous. Georges-Philippe Ezali a lui traduit sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Par ailleurs, il a décliné les enjeux futurs pour la cité balnéaire. Ce sont des moments qu'on garde dans nos actions de tous les jours pour demain faire encore un peu plus. Cela me donne la force de continuer à faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire travailler pour le développement de Grand-Bassam. Les réhabilitations du centre culturel Jean-Baptiste Moquet, la bibliothèque municipale, du rond-point central, de toutes les écoles primaires de la commune et la rénovation de toutes les artères de la commune sont entre autres quelques actions du meilleur élu local 2016. Le président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix poursuit sa visite chez les cadres du PDCI pour parler du parti unifié. Amadou Soumaoro s'est entretenu avec Jean Konambani, cadre du PDCI et dépositaire de la philosophie oufouettiste. Émilie Touré, Sidonie Davila pour le reportage. C'est au domicile du sage Jean Konambani, ex-ministre de la Défense sous le président Félix Houphouët-Boigny, que la rencontre de la délégation du RHDP, conduite par son président, a eu lieu. Amadou Soumaoro et le dépositaire de la philosophie oufouettiste se sont longuement entretenus sur la vision du président Félix Houphouët-Boigny et sur certaines orientations en vue de la mise en œuvre d'un parti unifié. Houphouët n'a pas seulement dit que le dialogue était l'arme des forts, il a pratiqué ce dialogue-là à l'intérieur de son parti. Et si nous voulons recréer ce parti unifié, eh bien, il faut que nous établissions entre nous un dialogue franc et sincère. C'est à cette seule condition que nous pourrons apporter notre contribution à la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Après de longs moments d'échange, le président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Amadou Soumaoro dit avoir beaucoup appris du sage, ce père et ce repère. Le président Houphouët-Boigny était un homme de paix et aussi il était un vrai républicain. Un républicain pour lequel l'ethnie, la religion et la région n'intervenaient pas. Vous voyez, il a fallu que nous revenions là pour savoir cela. Mais en tout état de cause, je suis convaincu qu'au regard de l'enjeu de la construction de ce parti unifié, si je ne viens pas auprès de ces repères, il me sera difficile
de réussir ma mission. Dans le cadre de la mise en place d'un parti unifié, la direction du RHDP accorde une grande importance au soutien de ces sages qu'elle considère comme les dépositaires de toute la philosophie des oufouettistes. 3 morts, plus de 1000 interpellations. C'est le bilan des violences qui ont éclaté dans la nuit d'hier au Gabon après la réélection du président sortant Ali Bongo. Son adversaire Jean Ping conteste les résultats proclamés par la commission électorale. Des heurts ont éclaté entre les partisans de Jean Ping et la police. Libreville ressemblait ce matin à une ville morte. Un calme précaire régnait donc dans la capitale. Ali Bongo, réélu avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son adversaire, a exprimé sa tristesse après les violences d'hier. Il a dit, et je cite, « Les décisions pour garantir la sécurité au Gabon sont prises. » Au Brésil, Dilma Rousseff n'entend pas jeter l'éponge. La présidente destituée hier par le Sénat va faire appel auprès de la Cour suprême pour demander un nouveau procès. Sa destitution suscite une crise diplomatique en Amérique latine. Michel Temer, le nouveau président brésilien, a rappelé ses ambassadeurs au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Sylvie Touré. Un séisme politique avec des répliques par endroits en Amérique latine. La destitution de Dilma Rousseff n'aura pas que secoué le Brésil. Elle a débouché sur une crise diplomatique avec les principaux voisins. Nous allons revoir tous les aspects de notre relation bilatérale et nous prendrons des décisions sur chacun des aspects en fonction de notre position face à ce que nous avons défini comme un coup d'État au Brésil. Nous n'allons pas abandonner le peuple brésilien. C'est pour cela que j'ai immédiatement ordonné le retrait définitif de l'ambassadeur du Venezuela au Brésil et la révision de toutes les relations politiques et diplomatiques avec le Brésil. Venezuela, Équateur, mais aussi Cuba et Bolivie. Tous dénoncent la destitution de la présidente élue. Dilma Rousseff, pour sa part, affiche sa détermination des premiers jours. Dans son adresse à ses partisans, elle s'est engagée à continuer la bataille. Ils pensent qu'ils nous ont vaincus, mais ils se trompent. Je sais que nous allons lutter. Il y aura contre eux la plus ferme, infatigable opposition qu'un gouvernement putschiste puisse avoir. Premier acte de cette résistance, l'appel interjeté ce jeudi. Dilma Rousseff a saisi la Cour suprême pour exiger un nouveau procès et l'annulation de la sentence. Son ancien vice-président lui s'est déjà confortablement installé dans le fauteuil de président après 4 mois d'intérim. Michel Temer a prêté serment ce mercredi avant de s'envoler pour le sommet du G20 en Chine, laissant derrière lui un pays embrasé par ses partisans et ceux de sa désormais rivale. C'est un coup dur pour Franz Beckenbauer. La légende du football allemand est poursuivie par la justice suisse pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent. L'enquête vise le mondial 2006 en Allemagne. 3 autres membres du comité d'organisation de cette Coupe du Monde sont poursuivis dans la même procédure selon le parquet fédéral.